propose d'accueillir nos collègues, donc Bénédicte Marabé, qui est responsable du pôle études et observatoires au CRAI Nouvelle-Aquitaine, et Capucine Bigotte, qui est donc conseillère technique au CRAI Île-de-France. Elles vont nous présenter les résultats d'une étude qui a été conduite auprès des CESAD des régions Nouvelle-Aquitaine et Île-de-France dans le cadre de la crise Covid, sur l'adaptation des CESAD aux contraintes qui sont nées de cette crise. Voilà, mesdames, la parole est à vous. Merci. Bonjour. Donc voilà, donc pour vous donner le contexte, initialement, on vous l'a dit, les journées CESAD étaient programmées en novembre 2020 et nous, on a commencé à travailler pour préparer ces journées dès 2019. Et puis, un événement inattendu survient au printemps, un confinement qui est complètement quelque chose, une expérience nouvelle pour tous. Bon, ultérieurement, on a appelé le premier confinement, parce que ça, mais au début, on savait pas que ça allait continuer. Donc, à la fin de tout ça, au mois de mai, juin, on se dit, tiens, on a vécu un truc incroyable. Bon, c'est terminé, tant mieux. Mais on va essayer de voir comment les CESAD se sont adaptés pour vivre ce moment. Donc, avec le CRAI Île-de-France, le CRAI Nouvelle-Aquitaine, on a fait une enquête auprès des CESAD de toute la France, on envoyait partout, pour leur demander comment ils s'étaient adaptés, qu'est-ce qu'ils retiraient de cette expérience, le bilan qu'ils pouvaient en faire. Donc, on a eu à peu près 120 réponses, des CESAD de toute la France, des CESAD qui accueillent et accompagnent tout type d'enfants handicapés, et des CESAD de petite taille, de grande taille. Donc, ce n'est pas un échantillon représentatif, mais c'est quand même un échantillon qui est très diversifié. Alors, la priorité, bien évidemment, au moment où tout s'est arrêté, on a dit, bon, c'est fini, vous rentrez chez vous, vous restez, plus d'école, plus rien. Le souci pour vous, en premier lieu, ça a été de maintenir le lien avec les enfants et avec les familles. Donc, il y a eu tout mode de contact qui ont été mis en œuvre pour rentrer en lien, que ce soit le téléphone, les mails, etc. Plutôt sous forme de communication individuelle que collective. Dans les CESAD, ça a été... dans certains CESAD, c'était tous les professionnels qui étaient dans cette communication avec les familles. Dans d'autres, selon les organisations, ça a plutôt été la personne référente de l'enfant. Et on voit sur un rythme soutenu, hein, puisque dans plus de la moitié des CESAD, ces liens, ces contacts ont été mis en œuvre plus d'une fois par semaine. Dans un quart, ça a été une fois par semaine, et dans l'autre quart, ça a été très adapté selon les situations. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que cette recherche de contact et que ce besoin de communication, il a été bilatéral, parce que les familles aussi, de leur côté, ont pris contact avec le CESAD qui accompagnait leur enfant. Alors, dans tous les CESAD, il y a eu une évaluation de chaque situation pour identifier des familles pour lesquelles il fallait un contact plus régulier, plus suivi, une attention particulière, pour éviter qu'il y ait des pertes des acquis, pour éviter que du côté des familles et des enfants, tout s'effondre et qu'il y ait une démobilisation par rapport au processus d'accompagnement. Alors, ce que vous nous avez indiqué comme famille pour lesquelles il y avait une attention plus particulière, c'est d'abord celles pour lesquelles il y avait une grande fragilité, notamment une grande précarité économique, et pour lesquelles vous saviez que la gestion du quotidien dans cet espace restreint, ce confinement, allait poser problème. Ce sont les jeunes qui avaient des troubles du comportement et que vous soupçonnez à juste raison qu'ils allaient être majorés par le confinement. Bon, on sait maintenant avec le recul que ça a bien été le cas. Les familles avec des grandes difficultés éducatives qui avaient besoin de temps de répit qu'elles n'avaient plus du fait de ce confinement, parfois avec des contextes tendus, des prises en charge ASE, des violences intrafamiliales,
Certains, d'ailleurs, d'entre vous ont rapporté des épisodes assez dramatiques où il y a dû avoir déplacement d'urgence. Voilà, je pense à une situation d'un jeune adolescent qui était devenu hyper violent avec le reste de la fratrie, et donc il a fallu avoir des mesures d'urgence qui ont été prises. Une attention particulière aussi auprès des familles que vous saviez plus isolées et qui manifestaient une grande anxiété par rapport à cette crise sanitaire. Et puis aussi les familles sur lesquelles il y avait le plus d'enfants en difficulté scolaire avec un risque de décrochage et pour lesquels il fallait que le soutien pédagogique soit bien assuré. Alors, la plupart des familles ont été tout à fait ouvertes et heureuses de ce soutien. Alors, en fonction des types de publics, l'intervention au domicile s'est faite de façon en présentiel ou en visio ou par téléphone, selon le type de public. Donc les accompagnements au sein du domicile ont plus particulièrement concerné les jeunes avec des troubles du spectre de l'autisme, les jeunes avec un polyhandicap pour lesquels il y a vraiment des soins, des rééducations voilà, qu'il ne fallait pas du tout interrompre. Ça a été l'occasion aussi pour ces visites parfois plus ponctuelles, d'apporter du matériel pédagogique, d'aller voir comment ça se passait à domicile. Bon, pour un tiers, tout a été géré à distance, il n'y a pas eu de présence au sein du domicile. Alors, comme je vous le disais, dans leur grande majorité, le retour que vous faites sur ces familles, c'est que cette présence, votre attention, les contacts répétés, pour elles, étaient très rassurants, très soutenants. Vous reportez certains propos de famille qui disent vraiment sans vous, on ne sait pas comment on s'en serait sorti. Bon, notamment des familles avec des enfants avec TSA, donc c'est les troubles les plus difficiles à gérer dans cet espace clos. Vous avez fait le constat que peu de familles étaient finalement en situation de ne pas du tout attendre de contact. Il y en a très peu qui ont dit « laissez-nous tranquilles, on n'a besoin de rien ». Enfin bon, ça n'a pas été vraiment représentatif et très rarement certaines ont pu dire « mais vous nous surveillez » ou « qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, certains d'entre vous ont dit qu'effectivement, il y avait peut-être une sursollicitation de ces familles, puisque tout le monde a bien pris les choses en main, que ce soit l'école, votre service, parfois même les loisirs extrascolaires, les clubs de sport sont revenus vers les familles. Et donc, certaines familles pouvaient se sentir un petit peu sursollicitées, voire mises en cause ou culpabilisées parce qu'ils n'arrivaient pas à tout gérer. Mais vraiment, c'est quelque chose qui a été relativement limité. Et finalement, cette période de confinement, le constat que beaucoup d'entre vous ont fait, c'est que ça a permis de renforcer l'alliance entre vous et les familles. On va voir après aussi pourquoi. Mais finalement, il y a eu une meilleure connaissance. Il y avait davantage de temps, les familles étaient à domicile, donc elles étaient plus réceptives aux conseils et à vos méthodes, à vos modalités d'accompagnement. Elles ont été plus réceptives, elles les ont mieux compris et en retour, vraiment, il y a une confiance plus dense qui s'est installée. Alors, le constat que vous avez fait au bout de ces 2 mois de confinement strict, c'est qu'il y avait pas mal de pratiques que vous aviez mis en œuvre et qui étaient à faire perdurer. Alors, pas toujours dans leur forme, comme bon, les interventions en visio, c'était un palliatif, bien sûr, à la situation, mais ce n'était pas non plus quelque chose qu'il va falloir porter comme modèle à généraliser. Mais comme on ne pouvait plus faire comme avant, ça a généré beaucoup de créativité de la part des professionnels,
Il y en a qui ont créé des tutos, il y en a qui ont mis en place des séances spéciales pour les ados avec des applications, des séances de relaxation, des créations de livrets qui pouvaient être partagés avec la famille, des nouveaux ateliers. Et alors un peu paradoxalement, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, c'est que comme les modalités d'intervention changeaient, finalement, il y avait certains enfants qui étaient beaucoup plus attentifs et participants, parce que ça se passait en visio et que ça changeait un peu de la routine du présentiel. Au sein de l'équipe aussi, la communication s'en est trouvée renforcée. Comme bien sûr tout le monde, vous avez fait du Team ou du Zoom pour pouvoir discuter entre vous, alors que quelquefois, dans la précipitation et le rythme des interventions, finalement, on a moins de temps à partager ensemble. Les professionnels se sont sentis quand même soutenus par l'encadrement. Il y a eu des cahiers de liaison informatisés, davantage de partage de planning. Donc là, on voit bien qu'il y a des outils numériques qui ont été fort utiles. Et comme je vous le disais aussi, les interventions où finalement les parents, que ce soit à domicile ou en visio, étaient souvent plus présents, plus attentifs à ce que vous faisiez, elles ont mieux compris le suivi qui était mis en place pour leur enfant, elles ont mieux compris le travail que vous conduisiez, et certaines familles qui étaient avant un peu en retrait ont été beaucoup plus impliquées. Et de votre côté aussi, vous nous avez dit avoir mieux identifié, mieux pris en compte les dynamiques familiales, parce que tout le monde était au même endroit, au même moment, et il y a des choses jusqu'à maintenant qui étaient peut-être passées un peu inaperçues, que vous avez pu voir avec davantage d'acuité. Et puis aussi, au niveau des professionnels, par la force des choses, beaucoup ont pu, face à l'urgence et à la situation, développer une autonomie. Et donc, par rapport à l'ensemble de ces constats, il y a plusieurs CESAD qui nous ont dit on va faire perdurer certaines de ces pratiques. On est en train de revoir, ou on va revoir notre projet de service. Ça va être l'occasion de pouvoir le faire évoluer par rapport à ces nouvelles pratiques que nous avons découvertes. Alors, avec vos partenaires, le maintien des relations pendant le confinement, les choses ont été assez contrastées selon les départements et selon les types de partenaires. Il y a quelques constats quand même qu'on retrouve assez souvent. Au niveau de l'éducation nationale, vos interlocuteurs, que ce soit au niveau de l'école ou bien de l'enseignant référent, de l'inspection académique, il y a eu une réactivité. Vous avez senti l'école soucieuse de la continuité pédagogique, qu'il n'y ait pas de rupture dans le processus scolaire et qu'il y ait une poursuite des plans de scolarisation. Au niveau des délégations départementales de l'ARS, là également, il y a eu une réactivité qui a été appréciée pour les dérogations que vous avez demandées pour intervenir à domicile, pour valider aussi les protocoles sanitaires que vous proposiez. Pour les autres partenaires, c'est un peu contrasté, avec des départements, des services où vraiment vous avez des bons retours, et puis d'autres où il y a eu de grosses difficultés pour entrer en contact avec les partenaires. C'est un peu plus vrai pour les services de l'ASE. Il y a une partie non négligeable, variable selon le type de public, d'enfants qui ont cette double fragilité et qui sont aussi avec une mesure de protection sociale. Et là, quelquefois, il y a eu un peu plus de difficultés pour entrer en contact avec ces services. Alors, au niveau des effets sur l'organisation du travail, les relations du travail, les relations de l'équipe, globalement, on a plutôt eu des CESAD où les choses se sont bien passées,
avec, vous voyez, dans plus de 80%, une bonne cohésion voilà, qui a pu être maintenue tout au long de la crise. Et puis finalement, c'est bien parce que la plupart d'entre vous, vous avez positivé et finalement, vous avez été obligés par la force des choses de changer de fonctionnement et beaucoup d'entre vous ont dit finalement ça a été stimulant, voilà, on a fait les choses autrement et pour une période avec du recul qui a été courte sur ce confinement très strict, bon, ça a été plutôt positif. Il y a à peu près 10% des services pour lesquels l'impact a été plus rude et a pu mettre à mal la cohésion d'équipe. Le moment le plus difficile, ça a été au début avec un effet de sidération, hein, puisque en 2-3 jours, on a su qu'il fallait qu'on arrête de faire comme on faisait depuis toujours. Donc, il a fallu vite trouver des nouvelles modalités d'organisation. Le télétravail a pu générer des angoisses pour certains. D'abord, il y avait cette crise sanitaire. Certains se sont retrouvés aussi à gérer l'école à la maison. Bon, beaucoup de choses à faire en même temps et à mener de front. Mais finalement, comme je vous disais, le bilan est globalement positif, avec parfois, on sent de votre part, un certain étonnement d'avoir pu finalement s'adapter aussi bien malgré les efforts et puis quand même les limites que ça a pu générer. Et je cite certains d'entre vous, ces modalités d'intervention et de lien entre les professionnels paraissaient impossibles auparavant, des nouvelles modalités qui sont responsabilisantes pour les enfants et pour les parents. Mais bien sûr, il y a des difficultés qui ont été mises en exergue par cette façon de poursuivre l'accompagnement à distance et le sentiment que parfois vos missions continuaient d'être assurées globalement, mais sur un mode qui pouvait être dégradé. Oui, c'est moi. Effectivement, la dernière partie du questionnaire s'adressait particulièrement aux équipes de direction et c'est sur ces constats-là que je vais revenir pour conclure cette présentation. Et vous verrez que les constats que l'on a fait du point de vue des équipes de direction sont fort heureusement proches de celles que Bénédicte a présentées pour les équipes. Donc la question qui était particulièrement posée aux cadres était: votre rôle en tant que cadre a-t-il été modifié et si oui, de quelle manière ? Et alors, seules 5 personnes sur les 120 réponses nous ont dit que non, il n'y avait pas eu de modification dans le rôle de cadre. Et pour autant, quand on a analysé plus finement les réponses, on a pu constater que les cadres décrivent malgré tout une certaine continuité des activités, au sens où les chefs de service, les responsables de CESAD ont continué à piloter, ils ont continué à coordonner, à transmettre des informations, à animer leurs équipes, etc. Donc des activités habituellement exercées. Mais ce qui a été décrit dans les questionnaires, c'était que les conditions, évidemment, de cet exercice étaient très différentes, tout à fait exceptionnelles, et que c'est notamment dans ces conditions des conditions dans lesquelles ils ont exercé leur rôle qui ont créé cette particularité de la période avec une très grande intensité et une charge de travail accrue. Donc si on prend l'exemple de la veille qui a été décrite comme activité qui a beaucoup changé pendant le confinement, il s'est agi d'intégrer des protocoles sanitaires, de les traduire, de les transmettre, de les transposer dans un fonctionnement, dans une organisation. Or, ce qui est décrit dans les questionnaires, c'est que ces protocoles n'ont cessé, bien sûr, d'être modifiés, comme vous vous en souvenez, et qu'il a donc fallu toujours agir en réaction et être dans l'impossibilité pour les équipes de direction d'être dans l'anticipation. Et c'est cette notion-là, notamment, qui a semblé être perturbante, cette impossibilité d'anticiper et de pouvoir agir en urgence, en réaction, dans des délais courts, et d'être donc notamment dans cette traduction de ces protocoles sanitaires qui devaient être sans cesse renouvelés. Alors pour cela, on nous a décrit même des modes d'organisation, la création de cellules de veille autour de ces protocoles sanitaires, la mutualisation entre services, l'entraide entre cadres pour pouvoir permettre d'être dans cette réactivité et d'absorber cette charge importante.
Autre exemple, celui de l'intervention dans les situations individuelles. On nous a aussi décrit donc une majoration de l'intervention dans les situations individuelles pour s'assurer de la continuité du service ou de la qualité, de la cohérence de la proposition. Mais là encore, c'était notamment particulièrement pour des situations complexes, des situations pour lesquelles on observait une dégradation de la situation du fait des événements. Donc ça a été une activité intervenant dans des situations individuelles de manière vraiment particulière à ce qui est habituellement exercé par les cadres. Deux autres activités ont été particulièrement citées comme ayant été modifiées. C'est le déploiement de nouvelles modalités d'intervention. Il a fallu en urgence déployer une offre de répit, en urgence modifier les conditions dans lesquelles on intervient à domicile. Mais là encore, déployer une nouvelle modalité d'intervention, c'est un boulot de cadre, mais il a fallu le faire vite, il a fallu le faire en urgence, il a fallu absorber cette charge importante et c'est ça qui a été peut-être particulièrement difficile. Concernant la gestion des ressources humaines, l'accroissement des tâches administratives, elles ont aussi été relevées comme étant particulièrement importantes et comme ayant généré un stress important pour les cadres. Par contre, ce qui a peut-être été modifié de manière un peu plus profonde dans ce qui a été décrit, ça a été ce rôle de manager, être manager en temps de crise. C'est le domaine pour lequel l'impact a été le plus important. Ça s'est vu d'une part à l'échelle individuelle, donc on a eu dans les réponses ouvertes même de longs paragraphes sur la manière dont il a fallu soutenir, rassurer, recueillir les émotions de l'équipe, être vraiment dans l'accompagnement proche des membres de l'équipe et avec la particularité d'une frontière qui a été fortement brouillée entre vie personnelle et vie professionnelle. Cette frontière brouillée, elle s'est faite d'une part parce que ce travail de soutien des équipes s'est fait quasiment H24, 7 jours sur 7, week-end, vacances, ça a été du continu pendant de nombreuses semaines et que ça a été particulièrement épuisant pour les équipes de direction. Et puis par ailleurs parce qu'il a fallu plus que d'habitude, et voire bien plus que d'habitude, entrer dans l'intimité et dans la vie personnelle des salariés pour pouvoir ajuster la manière dont on les encadre et dont on accompagne, pour pouvoir s'adapter au plus près des difficultés que les personnes pouvaient connaître dans leur vie personnelle du fait de la situation de crise. Et par ailleurs, à l'échelle collective, Bénédicte l'a souligné, il y a eu un réel enjeu autour du maintien de la cohésion d'équipe qui a été une préoccupation forte des cadres. Donc Bénédicte l'a dit, ça a été la possibilité d'expérimenter de nouveaux outils de réunion, les fameuses visio, etc. Donc là, les équipes de direction, une partie d'entre elles a pu décrire le stress que ça a généré pour elles aussi, les soucis techniques, le sous-équipement des services qu'il a fallu combler très rapidement et aussi le fait de se transformer en pédagogue technique, informatique pour pouvoir expliquer à l'équipe comment se connecter, comment, etc. Tout ce travail qui s'est surajouté aussi d'accompagnement des équipes dans cette nouvelle modalité de travail. Par ailleurs, certains ont pu évoquer la possibilité de mettre en place un management plus horizontal, plus collaboratif, qui a pu être expérimenté dans cette période-là, mais il est bien à noter que ces modalités de management différentes étaient possibles là où elles avaient déjà été soit expérimentées ou en réflexion. Ça n'a pas pu se mettre en œuvre dans l'urgence si ça n'était pas déjà quelque chose qui était en germe ou un petit peu présente dans les services en question. Donc le bilan, les dernières questions du questionnaire, question finale, sur quel bilan faites-vous de cette période de confinement? Bénédicte l'a dit, c'était un bilan qui était globalement positif. Donc on rappelle bien au moment de l'enquête, donc quand on vous a interrogé entre juin et août 2020. Donc voilà, vous nous direz si ce bilan est toujours le même, mais à ce moment-là, il était décrit comme particulièrement positif, avec des équipes décrites comme ayant fait preuve d'adaptation, de créativité, d'une mobilisation forte pour délivrer le meilleur service possible aux enfants et aux familles. Malgré le contexte, les liens avec les familles ont été maintenus, la cohésion d'équipe a été positivement renforcée. C'est clairement ce qui ressort de cette enquête. Le bilan est plus mesuré concernant le travail à distance, rappelant que les métiers des CESAD sont des métiers de la relation et qui s'exercent dans de bien meilleures conditions lorsqu'elles peuvent être en face à face. Néanmoins,
il y a eu quelques répondants pour lesquels ce bilan est bien plus mitigé. Les réponses n'étaient évidemment pas homogènes, voire certaines personnes ont pu être marquées par le caractère traumatisant de la crise sanitaire et ont pu décrire une charge mentale très importante qui a été liée à la fois à l'enjeu de garantir la sécurité de tous, mais aussi de pouvoir permettre le maintien de la continuité du service. Et a notamment été pointée la difficulté, donc, comme je disais, de gérer les protocoles sanitaires successifs et la nécessité de pouvoir les mettre en œuvre, les transposer dans l'organisation. Et enfin, le dernier point qu'on voudrait souligner, c'est que si cette période exceptionnelle a pu favoriser effectivement l'innovation, l'émergence de nouvelles choses, on sent bien, et ça a été pointé dès cette enquête, que la stabilisation des outils, la stabilisation des nouvelles manières de travailler doit s'envisager à plus long terme, qu'il y a eu un effort particulier peut-être aussi qui a pu être fourni dans l'urgence et dans la situation de crise, mais que pour autant, la stabilisation de ces nouvelles façons de travailler nécessite une réelle réflexion, une implémentation profonde dans une organisation en mode normal. Voilà.